Je commence avec cette citation de B.F. Skinner, un des psychologues les plus influents, mais aussi les plus controversés du XXe siècle. Et ce qu'il dit pose un paradoxe assez troublant. En gros, comment se fait-il qu'avec toute notre puissance, tout notre savoir, le monde semble parfois si proche du désastre? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va plonger dans la tentative, disons-le, assez audacieuse de Skinner de construire une véritable science du comportement humain. Une idée qui vient complètement bousculer nos croyances les plus profondes. Pour Skinner, le problème est limpide. Notre puissance scientifique a complètement dépassé notre sagesse. On sait comment fendre un atome, mais on a l'air bien incapable de garantir la paix dans le monde. Et ça nous amène à la question centrale, la question à 1 million. Si la technologie et la science nous donnent tous les outils nécessaires, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui nous empêche de construire, enfin, ce monde meilleur? Alors, historiquement, la réponse a toujours été la même. On place la cause de nos actions à l'intérieur de nous. On parle d'un esprit, d'une volonté, d'une âme, bref, une sorte d'entité un peu mystérieuse qui prendrait des décisions spontanées et qui rendrait de fait toute analyse scientifique impossible. Et c'est là précisément que Skinner devient vraiment dérangeant. Il suggère que pour avancer, il faut peut-être abandonner cette idée de volonté intérieure, et qu'il faut affronter une possibilité un peu vertigineuse. Et si notre liberté n'était qu'une illusion? Ici, on voit bien les deux visions qui s'opposent. D'un côté, l'idée qu'on connaît tous, celle d'un pilote à l'intérieur, un agent libre, spontané. Et de l'autre, la proposition radicale de Skinner, le comportement ce n'est pas une cause, c'est un effet. C'est le résultat d'une relation, une sorte d'interaction constante entre un individu et son environnement. Et voilà le point crucial. Skinner déplace complètement le projecteur. Il nous dit « oubliez la recherche de causes obscures à l'intérieur de l'esprit, regardez plutôt ce qui se passe après qu'un comportement a eu lieu. » C'est là que se trouve la clé de tout. Cette idée, c'est vraiment la pierre angulaire de toute sa science. Ce mécanisme central, il l'appelle le façonnage par les conséquences. Voyons un peu plus en détail comment ça marche concrètement. Le terme technique, c'est le conditionnement opérant. Mais l'idée derrière est très simple. Si une action est suivie par une conséquence positive, agréable, on a plus de chances de la refaire. À l'inverse, si la conséquence est désagréable, on aura tendance à l'éviter. C'est tout. Ce processus, il se déroule toujours en 3 temps. D'abord, une situation, une occasion. Ensuite, une action, un comportement. Et enfin, une conséquence qui vient renforcer ou au contraire affaiblir cette action. Imaginez un enfant qui range sa chambre. S'il reçoit un compliment, il sera plus enclin à recommencer. C'est cette boucle constante qui façonne petit à petit l'ensemble de nos habitudes. Et attention, ce n'est pas du tout une théorie abstraite. Ce principe est absolument partout. L'industriel, par exemple, il utilise le salaire, les primes, les conditions de travail. Tout ça, ce sont des renforcements pour motiver ses employés. C'est pareil dans nos vies sociales. Un sourire, un merci, un bon moment passé ensemble, tout ça, ça vient renforcer le comportement de l'autre. Et ça donne envie de continuer la relation. Et bien sûr, dans l'éducation. Les encouragements, les bonnes notes, ou même juste le plaisir de réussir, ce sont des renforcements hyper puissants qui façonnent l'apprentissage. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce mécanisme est universel. Ok, maintenant on change d'échelle. Si chaque individu est façonné par les conséquences de ses actes, qui organise ces conséquences au niveau de la société tout entière? Eh bien, la réponse de Skinner, c'est les grandes institutions. Le gouvernement, la religion, l'économie, chacune de ces grandes agences de contrôle, comme il les appelle, définit ce qui est bien ou mal, légal ou illégal, profitable ou non, et y attache des conséquences très précises, positives ou négatives, pour orienter nos actions. Ce sont, en quelque sorte, les grands architectes de notre comportement social. Même ce qu'on admire tant, la force de caractère, le contrôle de soi, Skinner le réinterprète complètement. Pour lui, ce n'est pas une lutte intérieure héroïque, non, c'est une technique qu'on apprend, on modifie son propre environnement pour rendre un comportement plus facile ou au contraire plus difficile. C'est plus efficace d'éloigner la boîte de chocolat que de résister à la tentation, non? Et tout ça nous amène à la conclusion la plus provocatrice de toutes. Si notre comportement est contrôlé par l'environnement, alors on peut activement concevoir des environnements qui produiront de meilleurs comportements. Cette petite phrase résume parfaitement sa pensée. Le contrôle n'est pas une option, c'est un fait. C'est une part inévitable de la vie en société. Dès qu'on interagit avec quelqu'un, on influence et on est influencé. C'est comme ça. Donc on voit bien que le vrai débat, ce n'est pas pour ou contre le contrôle. La vraie question, la seule qui compte, c'est, puisque ce contrôle est inévitable, comment s'assurer qu'il soit transparent, qu'il soit juste et qu'il soit orienté vers des objectifs qui nous profitent à tous?
Et c'est la question fondamentale, un peu vertigineuse, que soulève toute cette perspective. Si on a les outils pour façonner le comportement humain, comment être sûr que ceux qui les tiennent entre leurs mains les utilisent avec sagesse? Qui contrôle les contrôleurs? Finalement, la vérité qui dérange de Skinner, ce n'est pas tant qu'on ne serait pas libre, c'est qu'on a une responsabilité immense. La question n'est plus de savoir si nous devons concevoir notre futur, mais comment. Et cette question, elle, reste complètement ouverte.